Donc c'est vraiment un moment où dans le sprint, on va privilégier un peu le temps long, les discussions en profondeur. C'est pas de clencher les affaires le plus rapidement possible. Oui, il y a un time box dans le guide Scrum établi à 90 minutes sur un sprint de 2 semaines, d'accord. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre le temps et d'aller vraiment au fond des choses. Moi, personnellement, j'arrive jamais à tenir le time box. Je laisse parler en fait les équipes et à partir du moment où ils arrivent à, c'est intéressant pour tout le monde, je laisse parler. Par contre, si on voit que ça diverge et que ça concerne que 2-3 personnes dans le groupe, là tu coupes. Mais si les choses doivent se dire et que ça concerne tout le monde, là tu laisses parler. Et si tu dépasses de une demi-heure, d'un quart d'heure, c'est pas grave. Toi, les choses se sont dites. Oui, Et comme tu dis, c'est vrai qu'après, normalement, ils vont attendre le prochain pour parler. Donc au moins, ils se seront dit toutes les choses tout de suite, quoi. il n'y a pas un événement, à part le daily meeting, que j'arrive à tenir dans le temps imparti. Ouais. Que ce soit les sessions de refinement ou du coup la rétrospective, même les démos, hein. C'est bête, mais on essaye tout le temps de les timeboxer, on prend toujours plus de temps. Donc Après, ça m'intéresse. du moment que c'est utile le temps que tu passes Mhm. et que tout le monde trouve un intérêt, tu vois, que tu dépasses un quart d'heure, une demi-heure, c'est pas grave, hein. Ouais, C'est le principal, quoi. Le time boxer, ça permet vraiment de dire, ok, il y a un objectif, c'est 2 heures minimum, quoi, on va dire. Après, tu essaies de focus dessus, quoi, mais c'est pas grave si tu dépasses, quoi. Je pense qu'il faut, t'es pas un mauvais Scrum Master ou un mauvais Product Owner si tu dépasses d'une demi-heure ou d'un quart d'heure, quoi. Faut pas se dire ça. non. Et peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes Scrum Masters qui vont se dire 15 minutes, faut que je tienne 15 minutes. 2 heures, faut que je tienne 2 heures, tu vois. Il y a peut-être de ça aussi qu'il faut dire que non, c'est pas grave si tu tiens pas les 2 heures, c'est pas grave si tu tiens pas les 15 minutes. Du moment que les choses sont dites, quoi. Mais quand tu es jeune Scrum Master, particulièrement pour les rétrospectives, c'est sûr que tu vas essayer de te rattacher à des choses factuelles, à des modèles déjà établis, et essayer de les répéter le mieux possible pour c'est ça, montrer que tu sais faire et que Exact. tu arrives à accomplir quelque chose de simple, entre guillemets. Mm. Mais les meilleures rétrospectives sont pas nécessairement celles qui cochent toutes les cases de ce qu'elle devrait être une bonne rétrospective, comme on peut le voir dans certains de ces livres-là. Finalement, une bonne rétrospective, c'est quoi? Selon moi, c'est celle où chacun ressort de la session en ayant le sentiment d'avoir dit tout ce qu'il ou elle avait à dire, Tout à fait. très important, et où on a trouvé des pistes d'amélioration simples, concrètes et efficaces sur le papier, qu'on va pouvoir mettre en place d'ici la prochaine rétrospective. C'est juste ça. Exact. Que ce soit une rétrospective en présentiel, en hybride, en virtuel, autour d'une table, en pique-nique dans un parc, ou peu importe, tant que ces deux objectifs-là sont remplis, selon moi, c'est une bonne rétrospective. Tout à fait. Non, non, carrément. Et les actions qui doivent en sortir, là, tu parlais de simple, etc. Il y a le côté smart, là, qu'on parle souvent, là. Le simple, mesurable, atteignable, réaliste et dans le temps. Ouais. Qui permet d'avoir des actions très factuelles et qu'on peut faire facilement. Parce que il y a beaucoup d'actions du genre, on regardait tout à l'heure encore, là, augmenter notre vélocité. Ça, c'est une action qu'on pourrait trouver dans une rétrospective, hein. Mais c'est quoi le truc derrière toi? Toi, il y a des actions qui peuvent sortir comme ça. Ouais. Ça, c'est pas smart. Non, c'est ça, smart, de mémoire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et ancré dans le temps. Ouais. Ça, j'invite nos auditeurs, nos auditrices à vraiment aller essayer de créer des éléments d'action en suivant ce modèle-là. Il y a plein de ressources sur Internet là, qui parlent de ça. Puis, c'est un moyen d'aligner objectivement tout le monde autour de la table sur qu'est-ce qu'on attend de cet objectif-là. D'ailleurs, il y a, je trouve, un piège dans lequel on a souvent tendance à tomber quand on démarre les rétrospectives, c'est de vouloir définir très précisément l'élément d'action pendant la rétrospective. Ouais, exact. Ouais. Alors que non, ce qu'on veut, c'est juste définir dans les grandes lignes l'objectif de cet élément d'action-là et une idée assez haut niveau de la solution qu'on pense mettre en place. Mais en réalité, ces choses-là, on va vraiment les travailler, les définir plus précisément au sprint suivant. En fait. On va parler de ça au sprint planning. Et même au sprint planning, on n'aura pas nécessairement encore la solution déjà faite. C'est pendant le sprint qu'on va vraiment mettre ça en place. Donc ça, il faut faire assez attention à ça parce que sinon tu bosses ta rétrospective
très facilement là avec ça. Ok. Et une action n'est pas tout un temps résolue en un seul sprint non plus. Non. Je le vois, moi, il y a des rétros où on a une action qui traîne, on s'améliore dessus, mais ça prend du temps quand même. Ouais, tu la, Je sais que en nous, fait, tu la revois à chaque fois. C'est ça, on fonctionne en 2 semaines. 2 semaines, des fois, c'est court pour réussir à résoudre tous les problèmes, mais on les retrouve au fur et à mesure des rétros et c'est ok parce qu'on les voit, on les a toujours dans le viseur, nous, et on sait qu'on s'améliore au fur et à mesure dessus. Mais il faut pas avoir, je pense, honte de se dire qu'elle est toujours présente. Tu l'adaptes en fait. Mhm. Tu la vois une première fois, vous avez essayé, ça marche pas. Tu l'adaptes, qu'est-ce qui t'a bloqué sur cette action-là? C'est Bah, ça. peut-être qu'il faut faire ça, Ouais. et tu vas l'adapter au fur et à mesure jusqu'à trouver vraiment l'action pérenne pour toute l'équipe. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de viser réaliste quand on définit un élément d'action. C'est-à-dire qu'idéalement, il devrait être mis en place, opérationnalisé d'ici la prochaine rétrospective. Si on part sur quelque chose de trop grand, ça va être démotivant, on va pas savoir par où commencer. Ouais. Donc il faut vraiment, faut pas avoir honte de trouver des choses faciles à mettre en place pour résoudre un Ouais, problème. carrément. Un problème peut être quelque chose de gros, mais la solution, on peut commencer par une Une solution petite, vraiment une simple petite solution, à ouais, mettre en place. ouais, exact. Donc ça c'est quelque chose, ça qui vient un petit peu avec la pratique Oui. de la rétrospective. Et un autre conseil aussi, un autre problème qu'on remarque chez les débutants de la rétrospective, c'est de vouloir y aller avec une liste incroyable d'éléments d'action à la fin d'une rétrospective. Bon, mais ça c'est le meilleur moyen de se retrouver avec 10 éléments d'action complétés à 10% d'ici la prochaine rétrospective. 10%, c'est zéro. C'est soit zéro, Oui. soit 100 en fait. Ouais, Donc c'est mieux d'avoir un élément d'action complété à 100% d'ici ta prochaine rétrospective plutôt que 5 ou 10 pas fait ou à moitié fait. Ça, encore une fois, ça prend de la rigueur, ça prend de la discipline pour arriver à ce... Puis il faut de l'expérience, comme tu dis, il faut expérimenter plusieurs fois les rétrospectives avec différentes équipes, différentes façons de faire aussi dans les rétros, pour s'améliorer au fur et à mesure. C'est pas en une rétrospective que tu vas tout voir, c'est pas possible. Non. Toi, Non. ça se passe comment chez ton client, non les rétros avec, Ça se passe bien. avec ta Scrum Master? Ça se passe très bien. On a toujours ce icebreaker qu'on a au début. C'est ma partie préférée, on va pas se le cacher. Le jeu avec toute l'équipe, c'est un moment de cohésion. Moi, j'aime bien cette partie-là, vraiment. Mais après, on a commencé à intégrer Nitro en plus maintenant chez nous. Donc, on a notre partie où on poste tous les commentaires. Une partie que j'aime beaucoup sur Nitro, c'est le fait que chacun poste ses commentaires qui sont pas à la visu de tout le monde. Ouais, ça reste Parce anonyme. que, exact. comme tu l'avais déjà expliqué, bon, pas dans nos vidéos, mais comment dire, cette pensée collective quand quelqu'un poste un commentaire où tout le monde s'y rattache et ne veut pas donner autre chose, c'est hyper intéressant. Donc, le fait que tout le monde cache ses commentaires, on se retrouve avec quelque chose de complet. Chacun dit ce qu'il voulait. Et souvent, on a aussi les mêmes commentaires et c'est ce qu'on veut, on les regroupe. Et après ces commentaires-là, on voit ensemble quelles actions on pourrait mener, quels sont les axes d'amélioration qu'on a dessus. Et c'est comme ça qu'on fait nos rétros, en fait. Ouais. Il y a deux choses par rapport à ce que tu dis. L'icebreaker, ou peu importe l'activité brise-glace là, que vous mettez en place en début de rétrospective, ça répond à un problème fondamental qui est démontré d'ailleurs par des études scientifiques, qui est que ce qui est le plus dur dans une rencontre, que ce soit une rétrospective ou une réunion d'équipe, là, peu importe, c'est de s'exprimer oralement pour la première fois. Okay. Donc, l'activité brise-glace, c'est un prétexte qui, souvent c'est un jeu ou quelque chose d'assez amusant, qui fait en sorte que chacun puisse s'exprimer, de sorte que derrière on soit plus confortable à s'exprimer. C'est pour ça qu'on fait en fait ce genre d'activité-là. Parfois on le sait pas, juste on le fait parce que, écoute, c'est dans les livres, parce qu'un Scrum Master m'a dit que c'était bien de le faire, mais c'est bien de comprendre aussi pourquoi on met en place ce genre d'activité-là. Puis la deuxième chose, tu le mentionnais, là, merci pour ça, que dans Nitro, la première étape après ton activité brise-glace, c'est d'être chacun dans sa bulle et on écrit nos commentaires sans être influencé par les autres. Ça vient combattre ce que Aino Corey définit dans son livre Retrospectives Anti-Pattern. Ça vient combattre ce qu'on appelle le vote politique, ou plus généralement la pensée de groupe. Oui. Donc c'est le fait de s'influencer les uns les autres parce qu'il y a souvent quelqu'un en position de leadership
soit par sa position, soit par son statut. Et si tu laisses la rétrospective se contaminer un petit peu à ce niveau-là, ben c'est sûr qu'on va tous suivre le leader parce que c'est plus facile, parce qu'on n'a pas envie de se confronter à son point de vue. Mais sauf que si on fait ça, bah, c'est... Aujourd'hui, en Je vais tout m'en cas, sortir. c'était intéressant de t'avoir parce que tu connais super bien les rétrospectives. On pourrait y passer 4 heures, je pense, Ah, à en c'est parler tous clair. ensemble. En plus, Facilement. on aime travailler dans l'agilité, on aime partager ce qu'on fait, donc on va pas non plus passer toute l'après-midi dessus, sinon on va perdre tout le monde. Mais merci d'être venu, d'avoir partagé en tout cas tes lectures. Moi, le premier, je pense que je vais y passer dessus. Et je pense qu'on te reverra bientôt. On n'a pas parlé exactement de toutes les étapes de la rétrospective, mais au moins on a pu en parler, à quoi ça Exact. sert, comment c'est né. Les gens pourront se renseigner, lire ces livres-là et en apprendre encore davantage. Puis on essaiera de se retrouver pour détailler plus ou moins les étapes. Ça marche. Absolument. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. C'était Merci un à plaisir. toi, Merci Anders. Anders. Bonne journée. À bientôt. Ouais. Salut Ben.